Bonsoir à tous, quel plaisir pour moi de vous retrouver sur le plateau de Voyage au bout de la nuit pour une nouvelle soirée ensemble, vous et moi sur ce canapé, mais aussi avec Pierre Louys. Alors est-ce que vous le connaissez, cet auteur? Eh bien, il est connu notamment pour son roman que l'on va découvrir ensemble ce soir, qui reçut un immense succès dès sa sortie, Aphrodite. Je me suis habillée en conséquence, j'espère quand même que vous le noterez. Avant de commencer ce roman, j'ai envie de vous dire quelques mots sur son auteur, donc Pierre Louys, né en décembre 1870 en Belgique et décédé en 1925 à Paris. Il est également connu sous le nom de Pierre Louys, sans S, Chrysis. Vous allez comprendre peut-être pourquoi, et Peter Louys. Il fait ses études à Paris, à l'école alsacienne, où il se lie d'amitié avec son condisciple André Gide. Et puis toujours dans sa période de l'adolescence, eh bien, il tient un journal intime. Il commence à s'intéresser également au mouvement du Parnasse, dont il fréquente des poètes emblématiques comme Lecomte de Lille ou José María de Heredia. Et en parlant de ce dernier, eh bien... Pierre Louys était un peu un séducteur, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il épousa en 1899 la plus jeune fille d'Heredia, Louise, après avoir été l'amant de la plus aînée Marie. Oui, c'est vrai, je vous promets. En tout cas, ce soir, ce ne sont pas de ces histoires de cœur que nous allons parler, mais bel et bien de son roman Aphrodite, paru en 1896. Alors, quelle est l'histoire? Eh bien, nous allons faire la connaissance du beau Démétrios, tant convoité par toutes les femmes d'Alexandrie. Lui, il était pris de Chrysis, une courtisane à beauté sans égale. On la compare d'ailleurs donc à la déesse Aphrodite. Mais les faveurs de Chrysis auront pour lui un prix élevé, puisqu'il devra commettre 3 crimes. Voilà le prix à payer par ce jeune homme pour être digne de son amour. Alors, je vous l'ai dit, Aphrodite connut un grand succès dès sa sortie et permit aux éditions du Mercure de France de se lancer. Peut-être que ce succès est dû à certaines scènes libertines que vous allez découvrir avec moi. En tout cas, sachez que c'est l'œuvre la plus massive de Pierre Louys. Et avant cela, eh bien, il n'avait jamais publié que des œuvres à tirage restreint. Je vous souhaite en tout cas un très bon début de lecture avec moi en compagnie d'Aphrodite. Et vous le savez, vous pouvez réagir avec moi dès à présent avec le hashtag VVN. Très belle soirée à tous. Chapitre 1, Chrysis. Couchée sur la poitrine, les coudes en avant, les jambes écartées et la joue dans la main, elle piquait de petits trous symétriques dans un oreiller de lin vert avec une longue épingle d'or. Depuis qu'elle s'était éveillée, 2 heures après le milieu du jour et toute lasse d'avoir trop dormi, elle était restée seule sur le lit en désordre, couverte seulement d'un côté par un vaste flot de cheveux. Cette chevelure était éclatante et profonde, douce comme une fourrure, plus longue qu'une aile, souple, innombrable, animée, pleine de chaleur. Elle couvrait la moitié du dos, s'étendait sous le ventre nu, brillait encore auprès des genoux en boucles épaisses et arrondies. La jeune femme gisait, enroulée dans cette toison précieuse, dont les reflets mordorés étaient presque métalliques et l'avaient fait nommer Chrysis par les courtisanes d'Alexandrie. Ce n'étaient pas les cheveux lisses des Syriaques de la cour, ni les cheveux teints des Asiatiques, ni les cheveux bruns et noirs des filles d'Égypte. C'étaient ceux d'une race aryenne, des Galiléennes d'au-delà les sables. Chrysis. Elle aimait ce nom-là. Les jeunes gens qui venaient la voir l'appelaient Chrysé, comme Aphrodite, dans les vers qu'ils mettaient à sa porte avec des guirlandes de roses. Elle ne croyait pas en Aphrodite, mais elle aimait qu'on lui comparât la déesse, et elle allait quelquefois au temple pour lui donner, comme à une amie, des boîtes de parfums et des voiles bleus. Elle était née sur les bords du lac de Génézareth, dans un pays d'ombre et de soleil, envahi par les lauriers roses. Sa mère allait attendre le soir sur la route d'Yérouchalaïm, les voyageurs et les marchands, et se donner à eux dans l'herbe, au milieu du silence champêtre.
C'était une femme très aimée en Galilée. Les prêtres ne se détournaient pas de sa porte car elle était charitable et pieuse. Les agneaux du sacrifice étaient toujours payés par elle. La bénédiction de l'Éternel s'étendait sur sa maison. Or, quand elle devint enceinte, comme sa grossesse était un scandale car elle n'avait point de mari, un homme qui était célèbre pour avoir le don de prophétie dit qu'elle donnerait naissance à une fille qui porterait un jour autour de son cou la richesse et la foi d'un peuple. Elle ne comprit pas bien comment cela se pourrait, mais elle nomma l'enfant Sarah, c'est-à-dire princesse en hébreu. Et cela fit taire les médisances. Chrysis avait toujours ignoré cela, le devin ayant dit à sa mère combien il est dangereux de révéler aux gens les prophéties dont ils sont l'objet. Elle ne savait rien de son souvenir. C'est pourquoi elle y pensait souvent. Elle se rappelait peu son enfance et n'aimait pas en parler. Le seul sentiment très net qui lui en fût resté, c'était l'effroi et l'ennui que lui causait chaque jour la surveillance anxieuse de sa mère qui, l'heure étant venue de sortir sur la route, l'enfermait seule dans leur chambre pour d'interminables heures. Elle se rappelait aussi la fenêtre ronde par où elle voyait les eaux du lac, les champs bleuâtres, le ciel transparent, l'air léger du pays de Galilée. La maison était environnée de lin rose et de tamaris. Des capriers épineux dressaient au hasard leurs têtes vertes sur la brume fine des graminées. Les petites filles se baignaient dans un ruisseau limpide où l'on trouvait des coquillages rouges sous des touffes de lauriers en fleurs. Et il y avait des fleurs sur l'eau et des fleurs dans toute la prairie et de grands lys sur les montagnes. Elle avait 12 ans quand elle s'échappa pour suivre une troupe de jeunes cavaliers qui allaient à tir comme vendeurs d'ivoire et qu'elle aborda devant une citerne. Il paraît des chevaux à longue queue avec des houppes bigarrées. Elle se rappelait bien comment ils l'enlevèrent, pâles de joie sur leur monture, et comment ils s'arrêtèrent une seconde fois pendant la nuit. Une nuit si claire qu'on ne voyait pas une étoile. L'entrée à tir, elle ne l'avait pas oubliée non plus. Elle, en tête, sur les paniers d'un cheval de somme, se tenant du poing à la crinière et laissant pendre orgueilleusement ses mollets nus, pour montrer aux femmes de la ville qu'elle avait du sang le long des jambes. Le soir même, on partait pour l'Égypte. Elle suivit les vendeurs d'ivoire jusqu'au marché d'Alexandrie. Et c'était là, dans une petite maison blanche à terrasse et à colonnettes, qu'il l'avait laissée 2 mois après, avec son miroir de bronze, des tapis, des coussins neufs et une belle esclave hindoue qui savait coiffer les courtisanes. D'autres étaient venus le soir de leur départ et d'autres le lendemain. Comme elle habitait le quartier de l'extrême Est, où les jeunes Grecs de Brouchion dédaignaient de fréquenter, elle ne connut longtemps comme sa mère que des voyageurs et des marchands. Elle ne revoyait pas ses amants passagers. Elle savait se plaire à eux et les quitter vite avant de les aimer. Pourtant, elle avait inspiré des passions interminables. On avait vu des maîtres de caravanes vendre à vil prix leurs marchandises afin de rester où elle était et se ruiner en quelques nuits. Avec la fortune des hommes, elle s'était acheté des bijoux, des coussins de lit, des parfums rares, des robes à fleurs et 4 esclaves. Elle était arrivée à comprendre beaucoup de langues étrangères et connaissait des contes de tous les pays. Des Assyriens lui avaient dit les amours de Douzi et d'Ishtar, des Phéniciens celles d'Ashtoreth et d'Adonis. Des filles grecques des îles lui avaient conté la légende d'Iphis en lui apprenant d'étranges caresses qu'il avait surprises d'abord. Mais ensuite, charmée à ce point qu'elle ne pouvait plus s'en passer tout un jour, elle savait aussi les amours d'Atalante et comment, à leur époque, des joueuses de flûte encore vierges épuisent les hommes les plus robustes. Enfin, son esclave hindou, patiemment pendant 7 années, lui avait enseigné jusqu'au dernier détail l'art complexe et voluptueux des courtisanes de Palibotra. Car l'amour est un art, comme la musique.
Ils donnent des émotions du même ordre, aussi délicates, aussi vibrantes, parfois peut-être plus intenses. Et Chrysis, qui en connaissait tous les rythmes et toutes les subtilités, s'estimait avec raison plus grande artiste que Plango elle-même, qui était pourtant musicienne du temple. 7 ans, elle vécut ainsi, sans rêver qu'une vie plus heureuse ni plus diverse que la sienne. Mais peu avant sa 20e année, quand de jeune fille, elle devint femme et vit s'effiler sous les seins le premier pli charmant de la maturité qui va naître, il lui vint tout à coup des ambitions. Et un matin, comme elle se réveillait 2 heures après le milieu du jour, toute lasse d'avoir trop dormi, elle se retourna sur la poitrine à travers son lit, écarta les pieds, mit sa joue dans sa main et, avec une longue épingle d'or, perça de petits trous symétriques son oreiller de lin vert. Elle réfléchissait profondément. Ce furent d'abord 4 petits points qui faisaient un carré et un point au milieu, puis 4 autres points pour faire un carré plus grand. Puis elle essaya de faire un cercle, mais c'était un peu difficile. Alors elle piqua des points au hasard et commença à crier « Jala, Jala !» Jala, c'était son esclave hindou, qui s'appelait Jalancha Chandra Chapala, ce qui veut dire « mobile comme l'image de la lune sur l'eau ». Chrysis était trop paresseuse pour dire le nom tout entier. « Jala, qui est venu hier ? Est-ce que tu ne sais pas ? » ?»« Non, je ne l'ai pas regardé. Il était bien. Je crois que j'ai dormi tout le temps. J'étais fatiguée. Je ne me souviens plus de rien. À quelle heure est-il parti ? Ce matin, de bonne heure ? Au lever du soleil, il a dit. Qu'est-ce qu'il a laissé ? Est-ce beaucoup ? Non, ne me le dis pas, ça m'est égal. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il n'est venu personne depuis son départ ? Est-ce qu'il reviendra ? Donne-moi mes bracelets. L'esclave apporta un coffret, mais Chrysis ne le regarda point et, levant son bras si haut qu'elle put, « Ah, Jala, Jala !» dit-elle. « Je voudrais des aventures extraordinaires. » « Tout est extraordinaire, dit Jala, ou rien. Les jours se ressemblent. » Mais non, autrefois ce n'était pas ainsi. Dans tous les pays du monde, les dieux sont descendus sur la terre et ont aimé des femmes mortelles. Ah, sur quel lit faut-il les attendre ? Dans quelle forêt faut-il les chercher ? Ceux qui sont un peu plus que des hommes, quelle prière faut-il dire que pour qu'ils viennent, ceux qui m'apprendront quelque chose ou qui me feront tout oublier ? Et si les dieux ne veulent plus descendre, s'ils sont morts ou s'ils sont trop vieux, Jala, mourrai-je aussi sans avoir vu un homme qui mette dans ma vie des événements tragiques ? Elle se retourna sur le dos et tordit ses doigts les uns sur les autres. Si quelqu'un m'adorait, il me semble que j'aurais tant de joie à le faire souffrir jusqu'à ce qu'il en meure. Ceux qui viennent chez moi ne sont pas dignes de pleurer. Et puis, c'est ma faute aussi. C'est moi qui les appelle. Comment m'aimeraient-ils ? Quel bracelet aujourd'hui ? Je les mettrai tous. Mais laisse-moi, je n'ai besoin de personne. Va sur les marches de la porte et si quelqu'un vient, dis que je suis avec mon amant, un esclave noir que je paie. Va. Tu ne sortiras pas ? Si. Je sortirai seule, je m'habillerai seule, je ne rentrerai pas. Va-t'en. Elle laissa tomber une jambe sur le tapis et s'étira jusqu'à se lever. Jala était doucement sortie. Elle marcha très lentement par la chambre, les mains croisées autour de la nuque, tout à la volupté d'appliquer sur les dalles ses pieds nus où la sueur se glaçait. Puis elle entra dans son bain. Se regarder à travers l'eau était pour elle une jouissance. Elle se voyait comme une grande coquille de nacre ouverte sur un rocher. Sa peau devenait unie et parfaite. Les lignes de ses jambes s'allongeaient dans une lumière bleue. Toute sa taille était plus souple. Elle ne reconnaissait plus ses mains. Les anses de son corps étaient telles qu'elle se soulevait sur 2 doigts, se laissait flotter un peu et retomber mollement sur le marbre, sous un remous léger qui heurtait son menton. L'eau pénétrait dans ses oreilles avec l'agacement d'un baiser. L'heure du bain était celle où Chrysis commençait à s'adorer. Toutes les parties de son corps devenaient l'une après l'autre l'objet d'une admiration tendre et le motif d'une caresse. Avec ses cheveux et ses seins, elle faisait 1000 jeux charmants.
Parfois même, elle accordait à ses perpétuels désirs une complaisance plus efficace, et nul lieu de repos ne s'offrait aussi bien à la lenteur minutieuse de ce soulagement délicat. Le jour finissait. Elle se dressa dans la piscine, sortit de l'eau et marcha vers la porte. La marque de ses pieds brillait sur la pierre. Chancelante et comme épuisée, elle ouvrit la porte toute grande et s'arrêta, le bras allongé sur le loquet. Puis rentra, et près de son lit, debout et mouillé, dit à l'esclave « Essuie-moi ». La malabaresse prit une large éponge à la main et la passa dans les doux cheveux d'or de Chrysis, tout chargés d'eau qui ruisselait en arrière. Elle les sécha, les éparpilla, les agita moelleusement et, plongeant l'éponge dans une jarre d'huile, elle en caressa jusqu'au cou sa maîtresse avant de la frotter avec une étoffe rugueuse qui fit rougir sa peau assouplie. Chrysis s'enfonça en frissonnant dans la fraîcheur d'un siège de marbre et murmura « Coiffe-moi ». Dans le rayon horizontal du soir, la chevelure encore humide et lourde brillait comme une averse illuminée de soleil. L'esclave la prit à poignée et la tordit. Elle la fit tourner sur elle-même, tel qu'un gros serpent de métal que trouaient comme des flèches les droites épingles d'or, et elle enroula tout autour une bandelette verte 3 fois croisée afin d'en exalter les reflets par la soie. Chrysis tenait loin d'elle un miroir de cuivre poli. Elle regardait distraitement les mains obscures de l'esclave se mouvoir dans les cheveux profonds, arrondir les touffes, rentrer les mèches folles et sculpter la chevelure comme un riton d'argile torse. Quand tout fut accompli, Djala se mit à genoux devant sa maîtresse et rasa de près son pubis renflé, afin que la jeune fille eût aux yeux de ses amants toute la nudité d'une statue. Chrysis devint plus grave et dit à voix basse « Farde-moi ». Une petite boîte de bois rose qui venait de l'île d'Iscoride contenait des fards de toutes les couleurs. Avec un pinceau de poil de chameau, l'esclave prit un peu d'une pâte noire qu'elle déposa sur les beaux cils, courbes et longs, pour que les yeux parussent plus bleus. Au crayon, 2 traits décidés les allongèrent, les amollirent. 2 taches de vermillon vif accentuèrent les coins de larmes. Il fallait, pour fixer les fards, oindre de cérat frais le visage et la poitrine, avec une plume à barbe douce qu'elle trempa dans la céruse. Djala peignit des traînées blanches, le long du bras et sur le cou, avec un petit pinceau gonflé de carmin. Elle ensanglanta la bouche et toucha les pointes des seins. Ses doigts, qui avaient étalé sur les joues un nuage léger de poudre rouge, marquèrent à la hauteur des flancs les 3 plis profonds de la taille. Et dans la croupe arrondie, 2 fossettes parfois mouvantes, puis, avec un tampon de cuir fardé, elle colora vaguement les coudes et aviva les 10 ongles. La toilette était finie. Alors Chrysis se mit à sourire et dit à l'hindou « Chante-moi ». Elle se tenait assise et cambrée dans son fauteuil de marbre. Ses épingles faisaient un rayonnement d'or derrière sa face, ses mains appliquées sur sa gorge, espacé entre les épaules le collier rouge de ses ongles peints, et ses pieds blancs étaient réunis sur la pierre. Djala, accroupie près du mur, se souvint des chants d'amour de l'Inde. Chrysis. Elle chantait d'une voix monotone. Chrysis, tes cheveux sont comme un essaim d'abeilles suspendu le long d'un arbre. Le vent chaud du sud les pénètre, avec la rosée des luttes de l'amour et l'humide parfum des fleurs de la nuit. La jeune fille alterna d'une voix plus douce et lente. Mes cheveux sont comme une rivière infinie dans la plaine, où le soir enflammé s'écoule. Elles chantèrent l'une après l'autre. Tes yeux sont comme des lys d'eau bleue sans tige, immobiles sur des étangs. Mes yeux sont à l'ombre de mes cils, comme des lacs profonds sous des branches noires. Tes lèvres sont des fleurs délicates où est tombé le sang d'une biche.
Mes lèvres sont les bords d'une blessure brûlante. Ta langue est le poignard sanglant qui a fait la blessure de ta bouche. Ma langue est incrustée de pierres précieuses. Elle est rouge de mirer mes lèvres. Tes bras sont arrondis comme 2 défenses d'ivoire et tes aisselles sont 2 bouches. Mes bras sont allongés comme 2 tiges de lys, d'où se penchent mes doigts comme 5 pétales. Tes cuisses sont 2 trompes d'éléphant blanc qui portent tes pieds comme 2 fleurs rouges. Mes pieds sont 2 feuilles de nénuphar sur l'eau. Mes cuisses sont 2 boutons de nénuphar gonflés. Tes seins sont 2 boucliers d'argent dont les pointes ont trempé dans leur sang. Mes mamelles sont la lune et le reflet de la lune dans l'eau. Ton nombril est un puits profond dans un désert de sable rose et ton bas-ventre, un jeune chevreau couché sur le sein de ta mère. Mon nombril est une perle ronde sur une coupe renversée et mon giron est le croissant clair de Phibé sous les forêts. Il se fit un silence. L'esclave éleva les mains et se courba. La courtisane poursuivit. Elle est comme une fleur de pourpre, pleine de miel et de parfum. Elle est comme une hydre de mer, vivante et molle, ouverte la nuit. Elle est la grotte humide, le gîte toujours chaud, l'asile où l'homme se repose de marcher à la mort. La prosternée murmura très bas. Elle est effrayante, c'est la face de Méduse. Chrysis posa son pied sur la nuque de l'esclave et dit en tremblant, « Djala ». Peu à peu, la nuit était venue, mais la lune était si lumineuse que la chambre s'emplissait de clarté bleue. Chrysis, nue, regardait son corps où les reflets étaient immobiles et d'où les ombres tombaient très noires. Elle se leva brusquement. « Djala, cesse, à quoi pensons-nous? Il fait nuit, je ne suis pas sortie encore. Il y aura plus sur l'heptastade que des matelots endormis. Dis-moi, Djala, je suis belle? Dis-moi, Djala, je suis plus belle que jamais cette nuit? Je suis la plus belle des femmes d'Alexandrie, non? Tu le sais. N'est-ce pas qu'il me suivra, comme un chien, celui qui passera tout à l'heure dans le regard oblique de mes yeux? N'est-ce pas que j'en ferai ce qu'il me plaira, un esclave si c'est mon caprice, et que je puis attendre du premier venu la plus servile obéissance? Habille-moi, Djala. Autour de ses bras, 2 serpents d'argent s'enroulèrent. À ses pieds, on fixa des semelles de sandales qui s'attachaient à ses jambes brunes par des lanières de cuir croisées. Elle boucla elle-même sous son ventre chaud une ceinture de jeune fille qui, du haut des reins, s'inclinait en suivant la ligne creuse des aines. À ses oreilles, elle passa de grands anneaux circulaires. À ses doigts, des bagues et des sceaux. À son cou, 3 colliers de phallos d'or ciselés à Paphos par les hiérodoulos. Elle se regarda quelque temps, ainsi nue entre ses bijoux, puis tirant du coffre où elle l'avait plié une vaste étoffe transparente de lin jaune, elle la fit tourner tout autour d'elle et s'endrapa. Des plis diagonaux sillonnaient le peu qu'on voyait de son corps à travers ce tissu léger. Un de ses coudes saillait sous la tunique serrée et l'autre bras qu'elle avait laissé nu portait relevé la longue queue afin d'éviter qu'elle traînât dans la poussière. Elle prit à la main son éventail de plumes et sortit nonchalamment. Debout sur les marches du seuil, la main appuyée au mur blanc, Djala seule regarda la courtisane s'éloigner. Elle marchait lentement le long des maisons, dans la rue déserte où tombait ce clair de lune. Une petite ombre mobile palpitait derrière ses pas. Chapitre 2 sur la jetée d'Alexandrie. Sur la jetée d'Alexandrie, une chanteuse debout chantait. À ses côtés étaient 2 joueuses de flûte assises sur le parapet blanc. Les satyres ont poursuivi dans les bois les pieds légers des Oréades. Ils ont chassé les nymphes sur les montagnes, effarouché leurs sombres yeux, saisi leurs chevelures comme des ailes, pris leurs seins de vierges à la course.
et courbaient leur torse chaud à la renverse sur la mousse verte humectée. Et les beaux corps demi-divins s'étiraient avec la souffrance. Eros fait crier sur vos lèvres « Ô femme !» le désir douloureux et doux. Les joueuses de flûte répétèrent « Eros ! Eros !» et gémirent dans leur double roseau. Cybèle a poursuivi à travers la plaine Attis, beau comme l'Apollon. Eros l'avait frappé au cœur et pour lui, oh, tais-toi. Mais non, lui, pour elle, pour être aimé, Dieu cruel, mauvais Eros. Tu n'as de secret que la haine. À travers les prés, les vastes champs lointains, la Cybèle a chassé l'Attis. Et parce qu'elle adorait le dédaigneux, elle a fait entrer dans ses veines le grand souffle froid, le souffle de la mort, au désir douloureux et doux. Eros, Eros. Des cris aigus hissirent des flûtes. Le chèvre-pied a poursuivi jusqu'au fleuve. La syrinx, fille de la source. Le pâle Eros qui aime le goût des larmes. La baisait au vol joue à joue, et l'ombre frêle de la Vierge noyée a frémi roseau sur les eaux. Mais Eros possède le monde et les dieux. Il possède même la mort. Sur la tombe aquatique, il cueillit pour nous tous les joncs et d'eux fit la flûte. C'est une âme morte qui pleure ici, femme, le désir douloureux et doux. Tandis que les flûtes continuaient le chant lent de ce dernier vers, la chanteuse tendit la main au passant qui faisait cercle autour d'elle et recueillit 4 au bol qu'elle glissa dans sa chaussure. Peu à peu, la foule s'écoulait, innombrable, curieuse d'elle-même et se regardant passer. Le bruit des pas et des voix couvrait même le bruit de la mer. Des matelots tiraient, l'épaule courbée, des embarcations sur le quai. Des vendeuses de fruits passaient, leurs corbeilles pleines dans les bras. Des mendiants quêtaient d'une main tremblante. Des ânes chargés d'outres remplis trottaient devant le bâton des âniers. Mais c'était l'heure du coucher de soleil et, plus nombreuse que la foule active, la foule désœuvrée couvrait la jetée. Des groupes se formaient de place en place entre lesquels erraient les femmes. On entendait nommer les silhouettes connues. Les jeunes gens regardaient les philosophes qui contemplaient les courtisanes. Celles-ci étaient de tout ordre et de toute condition, depuis les plus célèbres, vêtues de soie légère et chaussées de cuir d'or, jusqu'aux plus misérables qui marchaient les pieds nus. Les pauvres n'étaient pas moins belles que les autres, mais moins heureuses seulement. Et l'attention des sages se fixait de préférence sur celles dont la grâce n'était pas altérée par l'artifice des ceintures et l'encombrement des bijoux. C'est ainsi pour les 2 premiers chapitres d'Aphrodite de Pierre-Louis. J'espère que vous avez apprécié cet extrait en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de cette histoire dans un nouveau voyage en ma compagnie. D'ici là, les replays sont disponibles, vous le savez. Et puis, vous pouvez réagir avec moi, #VBN sur les réseaux sociaux. J'attends vos réactions, vos opinions, vos coups de cœur. Je suis là et je vous réponds avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle journée sur D8. Merci également à l'équipe de l'émission. À très vite sur notre chaîne. Je vous embrasse.